Val d'Oise. Le magazine du Conseil départemental du Val d'Oise. Bienvenue dans Val d'Oise, le magazine qui vous parle. Une publication du Conseil départemental du Val d'Oise, numéro 1, septembre-octobre 2015. À la une, Guy Martin et Carrie Harvey sur la piste aux étoiles. La photomontage affiche le célèbre chef du Grand Véfour, Guy Martin présentant sur une assiette dont il soulève le couvercle une Carrie Harvey miniature, la Madame Loyale du Festival international du cirque du Val d'Oise. Notre rubrique Suivez le guide revient sur le Festival du cirque qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2015. Les autres principales rubriques de ce magazine. Ça fait débat, réforme au collège, pourquoi faire ? L'avis de Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du Conseil départemental délégué à l'éducation et à l'enseignement supérieur, et de Jean-Paul Briguelli, professeur et essayiste. Notre dossier consacré à l'Expo universelle Je veux 2025. People, Omar Sy en tournage dans le Val d'Oise. Le magazine Val d'Oise vous est proposé par le Conseil départemental du Val d'Oise, directeur de la publication Arnaud Bazin, président du Conseil départemental, directeur de la communication Johan Ettoré, rédacteur en chef Martine Simonet. Cette publication vous est aussi proposée en version braille ou sonore. Abonnez-vous par téléphone au 01 34 25 31 52 ou par mail Christelle, CHRISTE2LE.boukneau, BOUCNEAU, @valdoise.fr. L'édito d'Arnaud Bazin, président du Conseil départemental, votre magazine renouvelé pour la rentrée. Que l'on ait eu l'opportunité de partir ou que l'on soit resté, profiter des nombreux attraits du Val d'Oise, l'été est toujours propice pour nous préparer à retrouver notre quotidien dans les meilleures dispositions possibles. La rentrée de septembre est sans aucun doute l'autre saison des bonnes résolutions. Comme vous pouvez le constater, votre magazine a lui aussi profité de l'été pour se renouveler. C'est donc à l'aide de cette ambitieuse nouvelle formule, dont nous espérons qu'elle vous plaira, que le Conseil départemental vous fera part régulièrement des enjeux qui vous concernent en tant que Val-d'Oisien. Les publications institutionnelles sont souvent denses, voire touffues, ce qui peut nuire au confort de lecture et donc à l'intérêt porté par les lecteurs aux informations qui leur sont proposées. Dans un contexte toujours plus délicat et difficile pour notre pays et donc pour le Val d'Oise, les institutions doivent particulièrement veiller à la qualité du lien citoyen qu'apporte un magazine. Dans une société ouverte et connectée, il apparaît également essentiel de mieux faire ressortir les relations entre des enjeux qui bien souvent dépassent largement les seules frontières du Val d'Oise et les réponses que nous nous efforçons d'y apporter, c'est-à-dire l'action de votre département. Le Conseil départemental s'y attelle donc avec ce magazine renouvelé. En vous souhaitant une bonne lecture, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. La question du net posée par Armel Arnaudet le 8 août 2015. Pourriez-vous exposer la politique de développement de la fibre dans le département ? La réponse d'Arnaud Bazin. Nous voulons que le très haut débit fourni par la fibre optique soit accessible à tous les Val-d'Oisiens à l'horizon 2020, car de plus en plus de services sont numériques. Le THD est donc un avantage, c'est même une nécessité pour les entreprises, mais notre territoire est hétérogène avec des zones inégalement peuplées. Les opérateurs privés interviennent sur les zones les plus denses. Le conseil départemental, lui, agit dans les autres, soit 116 communes sur 185. Pour cela, il faut déployer 1500 km de fibre optique. Un espace dédié sur valdoise.fr est à votre disposition. Vous tapez www.valdoise.fr/10269. Si vous souhaitez poser votre question, rendez-vous sur notre page Facebook. J'aime le Val d'Oise, le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Une photo prise à l'abbaye de Maubuisson par Laura Prospero de Paris. Je suis brésilienne et j'habite à Paris. J'organise des balades sur mesure pour les touristes brésiliens, adaptées à chaque rêve et personnalité. La photographie s'est imposée comme l'outil idéal pour partager mon regard sur la capitale et la région Île-de-France. Le magazine Val d'Oise fait peau neuve. Pour bien démarrer la rentrée, le magazine Val d'Oise vous offre plein de nouveautés. Des éclairages sur les questions d'actualité, des interviews, des personnalités, un regard sur l'international. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur valdoise.fr pour découvrir la version de votre magazine avec de l'information enrichie et dynamique. Au sommaire de ce numéro 1, l'éditorial d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. La rubrique Vue, Zapping, les infos marquantes du département, le territoire en question, Val d'Oise Habitat, l'invité Guy Martin,
Ça fait débat, la réforme des collèges. Pourquoi faire avec Jean-Paul Brigelli et Marie-Christine Cavecchi? Le dossier Expo universelle en France, Je veux 2025, Bref du territoire, et ailleurs Grand Londres, Grand Paris, décryptage, portrait type du Valdoisien, success story, la Cornue. Suivez le guide, le cirque à l'honneur. Coup de cœur, l'espace Michel Berger. L'actu people, Omar Sy dans le Val d'Oise. Expression politique. C'est vu et c'est succulent, dans la forêt des tomates fraîches. Sur cette double page, la photo d'un maraîcher poussant un chariot sur des rails empli de palettes de tomates. Le Val d'Oise reste une terre agricole qui produit du blé, des fruits ou des légumes que les consommateurs peuvent parfois cueillir directement. Le maraîchage se rencontre au cœur de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Cette vue insolite a été réalisée par le photographe Jean-Yves Lacotte chez Isabelle et Vincent, dont l'exploitation, la Rivoise, occupe les limons fertiles d'une boucle de l'Oise. Zapping, arrêt sur image avec VO News 95, toute l'actu du Val d'Oise et VO TV. VO TV sur la TNT. VO TV au sein de Télif a été sélectionné fin juin par le CSA pour représenter la télévision régionale d'Île-de-France sur une chaîne de la TNT. Le conseil départemental félicite ce média et s'en réjouit pour les Valdoisiens. Invictus à Saint-Ouen-l'Aumône. Les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône sont devenus champions de France de football américain pour la première fois de leur histoire. Ils se sont imposés le 20 juin en finale au stade Charletti à Paris, 28-7 face aux Black Panthers de Thonon-les-Bains. Tenant du titre, l'équipe valdoisienne termine la saison sans la moindre défaite. Vous pouvez visionner la vidéo de la victoire des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône sur VO TV. Les élus en colère à Paris. Déclaration de Thibaut Humbert, maire d'Éragny-sur-Oise et vice-président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Comme les départements, les communes de France se sont asphyxiées par le désengagement de l'État qui pénalise nos concitoyens. Il est nécessaire qu'elles réagissent collectivement. À l'initiative du collectif Élus en colère, fondé notamment par les maires d'Éragny-sur-Oise, Jouy-le-Moutier, Saint-Leu-la-Forêt et Osny, une première manifestation s'est déroulée à Paris en juin devant l'Assemblée nationale. L'avenir des communes de France est menacé, expliquent les protestataires à l'origine du mouvement. Les textes législatifs incessants modifient en profondeur le paysage administratif de nos territoires. D'autre part, les projets d'investissement au profit des habitants sont anéantis par la chute abyssale des dotations de l'État. L'Union des maires du Val d'Oise appelle l'ensemble des élus à un nouveau rassemblement le 19 septembre devant la préfecture du Val d'Oise. EBI Fondation. L'école de biologie industrielle basée à Cergy se lance dans la création de sa fondation. Elle fait appel aux donateurs pour soutenir son projet qui permettra aux étudiants, aux chercheurs et aux entrepreneurs de faire progresser la biologie industrielle. Plus d'informations sur ebi-edu.com. Sport, Jennifer Durier et Marine Lebeau ont remporté le championnat de France de gymnastique de National B. Elles sont licenciées au club des batelières d'Herblay qui bénéficient du soutien du conseil départemental au titre des clubs promotionnels. Plus d'infos sur batelier.free.fr. Des Valdoisiens pleins de talent. 6 jeunes Valdoisiens récompensés au conseil départemental du Val d'Oise. Ils ont entre 20 et 24 ans et sont lauréats du prix de l'égalité des chances. Un dispositif qui vise à repérer les jeunes talents et à leur octroyer une bourse pour développer leurs projets ou leurs études. 35 000 € au total ont été répartis entre les différents lauréats. Forum emploi de la communauté d'agglomération du Parisis le 17 septembre à Franconville. Plus de 80 exposants, des ateliers d'aide à la recherche d'emploi et à la création d'entreprises. Tous les renseignements sur leparisi.tagemploi.com. Salon du Bourget, le Val d'Oise, berceau de l'aéronautique, accueille de nombreux acteurs du transport spatial, de la construction aéronautique et des équipementiers, ainsi que des établissements d'enseignement spécialisés. C'est ce potentiel qui contribue à l'attractivité du département que le président du conseil départemental, Arnaud Bazin, et Michel Omas, conseiller départemental délégué aux affaires internationales et européennes, ont tenu à faire valoir. Accueillis sur le stand du CEEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, ils ont rendu visite aux entreprises valdoisiennes, dont Dassault Aviation, AIP, Aviatech, Elno, l'Héritier, le câblage français, Relumix, Semia. Un séminaire a donné également l'occasion aux entreprises valdoisiennes de rencontrer leurs homologues du cluster aéronautique japonais de Nagoya. En photo ici, le président Arnaud Bazin lorsqu'il a signé un mémorandum avec Eikei Suzuki, gouverneur de Mie au Japon, lors de sa visite dans le Val d'Oise en juin.
Le conseil départemental du Val d'Oise a eu avec des entreprises japonaises depuis longtemps une coopération qui, aujourd'hui, permet d'avoir des créations d'emplois en France, comme il y en a eu au Japon, a déclaré le président de la République lors du Forum sur l'action internationale des collectivités, pointant l'exemplarité et la qualité de la stratégie internationale du Val d'Oise. 70 entreprises chinoises et japonaises sur 600 présentes en France ont choisi le Val d'Oise pour s'implanter. Repenser les services publics. Dessinons notre maison est l'histoire de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, édité par le conseil départemental. Cet ouvrage met en lumière les enjeux et les effets d'une démarche originale de co-création et de participation organisée des utilisateurs, agents et bénéficiaires aux décisions qui les concernent. Un ouvrage paru chez Culturecom Éditions en vente sur Amazon. Arnaud Bazin, nommé vice-président de la Société du Grand Paris. Arnaud Bazin a été élu vice-président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'établissement public chargé de concevoir et de construire le réseau de transport Grand Paris Express. C'est un projet à enjeu aussi pour la grande couronne parisienne, avec des retombées plus ou moins importantes. Il s'agit de conserver ce que nous avons obtenu dans des délais compatibles avec le calendrier des projets que nous portons sur nos territoires, réagit Arnaud Bazin, qui entend représenter les intérêts des habitants. Les entreprises chinoises en visite. Philippe Sueur, président du comité d'expansion économique du Val d'Oise CEEVO et premier vice-président du conseil départemental, a rencontré une délégation d'une centaine d'entreprises chinoises du secteur de l'ingénierie mécanique lors de la visite officielle à Paris du Premier ministre chinois. L'opportunité pour le CEEVO de promouvoir l'attractivité du Val d'Oise au sein de l'Île-de-France grâce à des contacts directs avec les dirigeants étrangers qui ont des projets d'investissement. Plus d'informations sur ceevo95.fr. Priorité à la réussite scolaire. Le conseil départemental consacrera 900 000 € durant l'année scolaire 2015-2016 à l'offre éducative pour les collégiens. Elle se décline en 5 thèmes: prévention et citoyenneté, information et orientation, prévention du décrochage scolaire, culture, environnement et développement durable. Retrouvez l'ensemble des offres sur action-éducative.valdoise.fr. Lecture publique. La Bibliothèque départementale du Val d'Oise organise les rencontres départementales de la lecture publique le 22 septembre à Cergy. Plus d'informations sur valdoise.fr. Environnement, appel à projet. Écoles et collèges qui avaient des idées dans le domaine participaient à l'appel à projet du conseil départemental et obtenaient le label E3D, École Établissement en démarche de développement durable. Clôture des candidatures le 15 octobre 2015. Plus d'infos sur valdoise.fr. Les experts valdoises. Le quartier Lange à Pontoise est le nouveau QG du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, PJGN. Dans ces locaux flambant neufs sont regroupés des services installés auparavant à Rosny-sous-Bois. Le PJGN regroupe l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le service central de renseignement criminel et le centre de lutte contre les criminalités numériques. À terme, 550 gendarmes investiront le site. Ils sont logés à proximité dans le quartier Bossuet dans un ensemble immobilier réalisé par le bailleur social du département Val d'Oise Habitat. Enquête INSEE pour les seniors. Jusqu'au 10 octobre, l'INSEE réalise une enquête statistique sur la santé et les conditions de vie des seniors. L'enquête est réalisée auprès de 15 000 seniors et de 8 000 aidants résidant en France métropolitaine. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées du nom de l'enquêteur. Tous les renseignements sur valdoise.fr. Entrepreneuriat. Une vingtaine de jeunes entrepreneurs sont venus de toute la France au Numérique Lab, le nouvel incubateur d'Anguin-les-Bains, à l'invitation de Val d'Oise Technopole. Ils ont pu rencontrer les acteurs valdoisiens comme le réseau Entreprendre ou la CCI Val d'Oise. Une telle initiative met en avant le dynamisme du Val d'Oise en matière d'entrepreneuriat et suscitera, à n'en pas douter, l'envie de s'implanter dans le Val d'Oise. On aperçoit ici Armand Paillet, conseiller départemental en charge de l'égalité des chances, alors qu'il participait à la cérémonie des diplômés de la promotion 2015 de la politique d'égalité des chances de l'ESSEC, soutenue par le département.
Le territoire en question, Val d'Oise Habitat loge 25 000 Valdoisiens. Cet organisme associé du conseil départemental, dont le nouveau siège est à Pontoise, a connu une forte croissance en doublant son parc en 6 ans pour mieux répondre à la demande de logement, toujours forte dans le Val d'Oise, mais en restant résolument attaché à sa qualité de service. Val d'Oise Habitat est le deuxième bailleur du Val d'Oise. 115 000 logements sociaux sont répertoriés dans le Val d'Oise, tous bailleurs réunis. Val d'Oise Habitat, c'est 52 communes, 10 logements, Immobilière 3F, 61 communes, Ossica 23 communes et AB Habitat 2 communes. Des programmes spécifiques, des résidences universitaires, des résidences intergénérationnelles, des résidences personnes âgées, des casernes de gendarmerie, des foyers pour personnes handicapées et des résidences jeunes travailleurs. Un parc au plus près des besoins, une carte du département nous montre les principales communes dans lesquelles Val d'Oise Habitat est implanté. Argenteuil, Cergy, Gonesse, Montigny-les-Cormeilles, Villiers-le-Bel, Saint-Clair-sur-Epte, Véteuil, Chars, Jouy-le-Moutier, Franconville, Montsou, Luzarches, Sarcelles, Andilly, Marines, Auvers-sur-Oise, Roissy en France, Bruyères-sur-Oise et dans de nombreuses autres communes, 52 au total. Un budget de 165 millions d'euros, soit 76 millions d'euros de fonctionnement, 89 millions d'euros d'investissement et 15 millions d'euros pour les acquisitions. Les investissements, ce sont plus de 29 chantiers en cours, construction, réhabilitation ou résidentialisation. Des loyers accessibles également, loyer moyen de 6,42 € au mètre carré. De locataires à propriétaires, plus 65 logements. Depuis 2013, Val d'Oise Habitat a mis en place des programmes de location-accession qui permettent à des locataires de devenir propriétaires dans un délai de 1 à 4 ans au terme de parcours sécurisés qui sont réversibles. La dernière résidence livrée dans cette catégorie au mois de juin est située à Saint-Martin-du-Tertre. Val d'Oise Habitat, c'est 149 collaborateurs, 2 tiers d'entre eux sont en service de proximité, gardiens d'immeubles, personnel d'entretien. Attentifs au développement durable, 80% des programmes de Val d'Oise Habitat sont labellisés BBC ou autres référents. Panneaux solaires, isolation thermique, des labels garantissent la qualité et les performances des logements. Par exemple à Sarcelles, où au Tillet le label BBC Effinergie ou Habitat et environnement profil A pour la résidence des Bruyères à Luzarches. Allons plus loin avec Xavier Aquin, conseiller départemental délégué au logement, président de Val d'Oise Habitat. En matière de logement, l'outil majeur du département est son bailleur social, Val d'Oise Habitat. Il a aujourd'hui une vraie puissance. J'ai succédé à Georges Mautron, dont je salue l'action remarquable de 2011 à 2015 dans la double responsabilité du logement au sein de l'exécutif départemental d'une part et de la présidence de Val d'Oise Habitat de l'autre. Je connais bien le domaine du logement, notamment par mon expérience d'administrateur d'Hermont Habitat. Je poursuis la conception exigeante du service public de Val d'Oise Habitat qui cumule une politique active d'offres de logement et un suivi social de grande proximité avec les locataires. C'est pourquoi nous sommes présents dans un nombre croissant de communes, 52 en 2015, c'est l'offre la plus large derrière 3F. À nombre égal de logements, une répartition sur l'ensemble du territoire est la meilleure stratégie. L'invité de ce magazine, Guy Martin, un rocker au grand V-four. Être champion du monde à chaque service. Il aurait aimé être leader d'un groupe de rock. Guy Martin a pourtant renoncé à la guitare électrique comme activité principale en jugeant qu'Eric Clapton jouait mieux que lui. Nul orgueil dans cette comparaison, mais simplement la volonté permanente d'avoir le meilleur comme référence. Et en cuisine, c'est lui qui est vite devenu la référence en accumulant toutes les récompenses possibles en France et à l'international. Guy Martin est l'hybride d'un guide de haute montagne et d'un créateur de jardins zen. Du premier, il a développé dans sa jeunesse savoyarde en sport-études les qualités physiques d'énergie et de résistance, la niaque, dit-il plus franchement. Avec le second, par ses nombreux voyages au Japon, il partage les vertus de la simplicité. Ces deux composantes de sa manière d'être au monde se rejoignent d'ailleurs dans le respect de la nature qu'elles exigent et dans la perfection du geste qu'elles imposent. Il les met en œuvre quotidiennement au Grand Véfour, rendez-vous du tout Paris depuis 1784 et auquel Raymond Oliver avait redonné tout son lustre gastronomique. Il y magnifie des ingrédients exceptionnels, leur assemblage est un minutieux travail sur les saveurs, les textures, les couleurs où l'excellence oblige à être champion du monde à chaque service.
Le cadre historique du Grand Véfour n'a jamais effrayé ce créateur qui conçoit ses recettes en les dessinant et dont les divers centres d'intérêt alimentent l'inspiration. Art plastique avec une prédilection pour Anish Kapoor, photographie de Dominique Issermann ou Hélène von Unwerth, musique bien sûr dans un éclectisme de bon aloi entre Glenn Gould et les Stones. La guitare avec laquelle il pose pour ce magazine a d'ailleurs été signée par Mick Taylor, guitariste du groupe mythique. Il étudie même un service de table rock. Entre ses multiples activités, c'est lui qui remet les diplômes au chef des collèges valdoisiens, passé par son atelier depuis 3 ans. Pour les opérations, nos collèges ont du goût. Un parcours d'exception. Guy Martin obtient sa première étoile au relais château de Divonne, élu chef du XXIe siècle au Japon et en Suisse, et classé parmi les 7 meilleurs cuisiniers du monde. En plus, Guy Martin à Roissy. Déjà partenaire de maisons prestigieuses comme Guerlain, Baccarat, le chef étoilé a complété sa présence dans le terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à la sandwicherie gastronomique Miou, ouverte en 2008, en partenariat avec Elior. Il a ajouté en juin un restaurant I Love Paris avec un bar à champagne ruinard. Ça fait débat, la réforme des collèges, pourquoi faire ? Jean-Paul Brigelli, professeur et essayiste, et Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du conseil départemental délégué à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Ils sont en photo ici tous les deux. Après les rythmes scolaires qui ont agité le primaire, c'est au tour des programmes et de l'enseignement dans les collèges d'être l'objet d'une autre réforme. Selon une enquête réalisée par l'IFOP pour SOS Éducation, en juin, 76% des enseignants considéraient que la réforme va niveler par le bas le niveau global des collégiens. Comment les parents ne seraient-ils pas désorientés ? En quoi consisterait la réforme du collège pour 2016, Marie-Christine Cavecchi ? Selon le projet, à donner aux élèves un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avec de nouveaux programmes pour tous les niveaux et toutes les matières. On supprime les classes bilingues, les sections européennes, les options latin et grec. Autrement dit, des filières exigeantes. Alors que le département propose des actions éducatives pour faire progresser les élèves, cette réforme serait une catastrophe car elle tire vers le bas. Jean-Paul Brigelli. On n'y est pas encore, il faudrait que les manuels soient déjà en fabrication. Or, les programmes ne sont toujours pas arrêtés. Il faut 1 an pour faire des manuels. En plus, il faut modifier 4 ans de manuels dans toutes les disciplines. Il n'y a pas d'argent pour ça. Les profs n'auront pas envie de manuels faits à la va-vite, d'autant qu'ils condamnent la réforme à 80%. Comment le département du Val-d'Oise se situe-t-il, Marie-Christine Cavecchi ? Les programmes relèvent de la responsabilité de l'État tandis que le département s'occupe des collèges. Nous soutenons toutefois les équipes éducatives des collèges à travers plusieurs centaines d'ateliers d'actions éducatives. Il est important que chaque élève soit accompagné au maximum de ses moyens pour trouver sa filière. Nous consacrons 64,5 millions d'euros au collège cette année. Vous dénoncez particulièrement le socle commun des connaissances, Jean-Paul Brigelli. C'est le degré 0 du degré 0. On a décidé de n'apprendre rien sous prétexte d'apprendre les bases. Ce n'est pas apprendre des savoirs. Les savoirs s'appuient sur des bases qu'il faut acquérir à l'école primaire. Il faut au contraire être exigeant et évaluer le mérite. On a voulu en supprimer les indices, mais les enfants fonctionnent à la note. Ils vous demandent en permanence combien j'ai eu. Par quoi une réforme devrait-elle commencer, Jean-Paul Brigelli ? La priorité absolue revient aux Français. En primaire, la moitié de l'emploi du temps devrait être consacré aux Français. Si on ne maîtrise pas le français, on ne peut pas faire de mathématiques parce qu'on ne comprend pas bien l'énoncé. Au collège, il faut rétablir toutes les heures de français supprimées depuis 25 ans, soit 500 heures. Un élève entre aujourd'hui en seconde avec les heures de français d'un élève de 4e de cette époque-là. Partagez-vous la sévérité de Jean-Paul Brigelli, Marie-Christine Cavecchi ? Oui, Jean-Paul Brigelli ne mâche pas ses mots ni ses idées, mais sa dénonciation vigoureuse de la réforme n'est pas isolée. 2 hommes aux convictions différentes comme le sociologue Jean-Pierre Le Goff et le sénateur du Doubs Jacques Grosperrin disent la même chose à leur manière. Le premier dit qu'elle signe la mise à mort de l'école républicaine par de petits idéologues incultes. Le second a démissionné en mai du Conseil supérieur des programmes car avec les nouveaux programmes en histoire, on entre dans une forme de repentance, de flagellation constante, tout droit vers une république communautariste. La laïcité peut-elle en souffrir, Jean-Paul Brigelli ?
L'absence de transmission de savoir de référence, doublée de l'idée que chaque élève pouvait penser ce que bon lui semblait, a favorisé le communautarisme. Les incidents à la minute de silence dans les écoles après l'attentat de Charlie Hebdo l'ont révélé. Il faut revenir aux origines, au comte de Clermont-Tonnerre et son discours de 1789 sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il dit qu'on doit reconnaître tous les individus comme citoyens, quelle que soit leur particularité, notamment religieuse, mais en les subordonnant à la loi française. Il refuse qu'il y ait une nation dans la nation. La religion est un exercice privé et n'a aucune place dans l'espace public. Il faut intégrer tout le monde en tant que citoyen et pour cela, il n'y a rien d'autre que l'école, ce qui marchait assez bien il y a encore 30 ans. Marie-Christine Cavecchi. La manipulation des adolescents et l'évolution inquiétante de certains sont avérées. Cela nous inquiète et nous oblige à intervenir. Aussi, dans les actions éducatives 2015-2016, nous introduisions la laïcité et l'éducation aux médias, Internet et les réseaux sociaux. Ces actions sont adaptées aux âges. Par exemple, la sensibilisation à Internet vise de préférence les plus jeunes, en 6e et 5e, tandis qu'on fait réfléchir ceux de 4e ou 3e au comportement sexiste. La laïcité ne se marchande pas, mais elle doit être expliquée. Le département s'y engage, les collèges fabriquent aussi la société de demain. Pour Jean-Paul Briguelli, on a supprimé 500 heures d'enseignement du français depuis 25 ans. Il est impératif de les rétablir. On envoie des générations entières dans le mur. Pour Marie-Christine Cavecchi, alors que le département propose des actions éducatives pour faire progresser les élèves, cette réforme serait une catastrophe car elle tire vers le bas en demandant toujours moins aux élèves. Jean-Paul Briguelli est un spécialiste des questions d'éducation. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, il enseigne en classe préparatoire. Il a publié une quarantaine d'ouvrages dans la collection de manuels de référence texte et contexte et sur l'enseignement La fabrique du crétin, remarqué pour ses analyses sans concession. Après le tableau noir en 2014, il prépare un livre sur la culture et un autre sur la laïcité, Voltaire ou le djihad. Retrouvez l'interview complète de Jean-Paul Briguelli sur valdoise.fr. Le dossier. Le dossier de ce magazine est consacré à l'exposition universelle de 2025 avec ce titre « On veut tous l'expo », VOEUX et une photo de la soirée de lancement au Grand Rex à Paris le 20 mai dernier. « Je veux 2025 », le slogan des partisans de l'organisation d'une exposition universelle en France en 2025 a de plus en plus d'écho. Le Val d'Oise a été un des premiers à le relayer. Destination l'avenir. Des Français désorientés, confrontés à des crises politiques, doutant de leur modèle de société, inquiets de voir l'émergence de nouveaux pays qui taillent des croupières à leur économie. De quelle période croyez-vous que Jean-Christophe Fromentin, président d'Expo France 2025, parle ainsi ? De la France de 2015 ? Pas du tout, mais de celle des années 1850-1900. Quoique, c'est justement en faisant un parallèle entre les sociétés des deux époques qu'il a imaginé ce projet ambitieux à l'échelle de la planète, une exposition universelle en France. Pensez que la dernière tenue dans notre pays avec cette appellation remonte à 1900. Dans une France de 32 millions d'habitants, il était venu plus de 50 millions de visiteurs. Eu égard à l'évolution des moyens de transport, on est capable aujourd'hui d'en attirer encore plus. Pour autant qu'on sache retrouver l'esprit des promoteurs des premières expositions, l'audace de penser l'impossible, comme dit Jean-Christophe Fromentin, qui cite en modèle le gigantesque globe terrestre qu'Élysée Reclus voulait installer à Paris en 1900. Cette voix également avec un X, est aussi celle de l'académicien Éric Orsena, pour qui l'exposition sera l'occasion de réveiller la folie de la France, car selon lui, rien n'est pire qu'un pays sans folie. Et pour ça, il convient de mobiliser la jeunesse. Ne nous y trompons pas, l'exposition universelle de 2025, c'est demain, mais elle aura imaginé le monde de 2050 et celui-là est à construire par les jeunes d'aujourd'hui. Le Val d'Oise, avec une des populations les plus jeunes de France, est bien placé pour y participer. L'organisation territoriale de l'exposition est divisée en 3 grands cercles, comme en témoignent les 2 illustrations présentes sur cette page. Le premier cercle comprend donc le village numérique, composé des sites choisis dans Paris intramuros, Trocadéro, Tour Eiffel, Champ de Mars, le musée d'Orsay, le Louvre, les Petits et Grands Palais, les Champs-Élysées, la Défense, ainsi que les gares Saint-Lazare, Gare de l'Est et Châtelet, qui seront en liaison directe avec les futures gares du Grand Paris Express. Dans ce second cercle, on retrouve ainsi Roissy-Charles de Gaulle, le Bourget, Triangle de Gonesse, Clichy-Mont
Montfermeil, Noisy-Champs, Champigny-Centre, Villejuif IGR, Rungis, Saclay, Pont-de-Sèvres et Saint-Denis-Pleyel. Enfin, le troisième cercle nous montre les métropoles françaises, Lille, Strasbourg, Nancy, Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Une expo pas comme les autres. Les expositions universelles ont toujours été des vitrines des savoir-faire, mais leur présentation sous forme de pavillons nationaux au cours du XXe siècle en a affaibli l'universalisme et exacerbé le nationalisme. Beillet en France pouvait en témoigner, qui avait curieusement récupéré de l'exposition internationale de 1937 à la fois la statue de Notre-Dame, qui trônait sur le pavillon pontifical, et les statues des républiques soviétiques, actuellement conservées au musée départemental de Guiry-en-Vexin. Parce que l'esprit de 2025 en sera profondément différent, ainsi que l'affirme le thème dévoilé au printemps, au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes, l'organisation en sera radicalement novatrice. De quoi s'agit-il ? Fini les pavillons concentrés dans un lieu unique. La proposition 2025 repose sur 3 cercles concentriques. Le premier se cale en référence à Paris avec ses adresses prestigieuses, le Trocadéro, le Grand Palais et le Petit Palais, le Louvre et la Tour Eiffel. Le village global y sera concrétisé par des balises de réalité augmentée où tous les pays seront invités à présenter leurs meilleures innovations. Le second cercle est à l'échelle du Grand Paris, c'est-à-dire qu'il concerne directement le Val d'Oise. Y seront répartis quelques-uns des 12 forums thématiques, la culture, la gastronomie, les mobilités, l'environnement, le tourisme, la santé. Enfin, le troisième cercle est à l'échelle de la France, car de grandes métropoles abriteront aussi des forums et des colloques. En outre, dans chaque territoire, des événements et des sites pourront être labellisés. Vivre une expérience unique. Technologie numérique oblige, une autre singularité du projet français est de transformer les visiteurs en participants. Il s'agira, comme l'observait Arnaud Bazin, président du conseil départemental du Val d'Oise, de transformer une exposition universelle en une expérience universelle. On pourra par exemple manipuler virtuellement les trésors des musées, sortant des vitrines pour se placer au milieu de la conversation d'amis discutant des textiles paraka péruviens ou des taongas maoris. Et l'immersion dans des sites peut-être éloignés de milliers de kilomètres sera totale avec les sons et les odeurs. Beaucoup d'entreprises travaillent déjà aux questions de réalité augmentée, aux évolutions techniques d'interface de plus en plus intuitives. Expo France 2025 leur offre la plus motivante des vitrines. Pour Cédric Villani, mathématicien, porte-parole d'Expo France 2025, la France est fière de son héritage comme des atouts qui lui permettent de regarder vers l'avenir et d'inviter le monde entier à l'imaginer avec elle. Un projet fou, mais un budget réaliste. Si les concepteurs du projet français ont le cœur dans l'avenir et la tête dans les nuages, ils ont bien les pieds sur terre et planchent sur un modèle économique original et efficace. D'une part, parce qu'en s'appuyant sur les meilleurs sites de France déjà existants, l'exposition n'aura pas besoin d'investissements ruineux. Ensuite, le budget est construit sans recours aux finances publiques. Par les temps actuels, c'est plus prudent. Expo France 2025 est géré comme une start-up et son financement doit provenir d'un grand emprunt. Jean-Christophe Romantin y tient pour retrouver, là encore, le principe d'adhésion qui a contribué au succès populaire des grandes expositions universelles françaises passées. En chef d'entreprise, il double néanmoins les raisons morales de raisons économiques. Outre les recettes immédiates fournies par les millions de visiteurs de l'exposition, les grandes réalisations qui auront été soutenues, Expo France compte en retenir une centaine, donneront une part de leurs recettes d'exploitation au-delà de l'exposition universelle. Au total, l'exposition dégagera même des bénéfices car le budget nécessaire devrait être inférieur à 3 milliards, mais les recettes supérieures. Renault, Carrefour, LVMH, la RATP, Clarins, ADP, la SNCF, Bouygues. De grandes entreprises sont déjà convaincues de la pertinence du projet dont elles sont partenaires fondatrices. Des milliers de personnes, célèbres ou anonymes, ont signé Je veux 2025 en faveur de la candidature française. Celle-ci sera officiellement déposée en 2016 face à d'autres villes comme Rotterdam et Londres. L'équipe française aura 2 ans pour convaincre les 167 pays qui voteront au Bureau international des expositions, le BIE, en 2018. En photo sur cette page, un projet d'étudiants pour Expo France 2025 au centre Michel Serres. Et puis selon un sondage réalisé par l'IFOP pour Expo France 2025 et Paris Match, les Français sont pour l'expo, ce qui conforte les acteurs du projet. 86% des Français sont favorables ou très favorables à la candidature de la France. 88% ont une bonne image des expositions universelles et soulignent les bénéfices que la France pourrait tirer de cet événement.
91% estiment qu'une exposition universelle permet aux pays organisateurs de véhiculer une image positive à l'international. Le témoin du dossier, Jean-Christophe Fromentin, marathonien quand il pratique le sport, le président d'Expo France 2025 a le souffle et les ressources nécessaires pour conduire à terme un projet dont il a eu l'initiative en 2011. Pour rester dans la métaphore sportive, il faut observer que la démarche de Jean-Christophe Fromentin fait mentir Silitoé la solitude du coureur de fond. Dès la création d'Expo France 2025, son président fondateur a eu le souci d'associer des élus, des entrepreneurs, des universitaires, des artistes. Une mission parlementaire lui a été confiée. Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, étant député UDI de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. En fin d'année 2014, la mission a conclu unanimement à l'intérêt d'une candidature de la France à une exposition universelle et celle-ci a été annoncée par le président de la République. Jean-Christophe Fromentin a appliqué à Expo France 2025 son analyse de la vie publique, en particulier la notion de réconciliation qu'il a développée dans son livre « La France réconciliée », né du constat que notre pays s'abîme dans des communautarismes, des corporatismes ou des extrémismes qui donnent à certains l'illusion d'une protection. La France ne s'en sortira qu'à la condition que nous retrouvions un destin commun et une profonde détermination à refuser cet inexorable déclin. La réconciliation est l'étape par laquelle nous devons passer pour avancer. La France mérite cette réconciliation. Nous la devons aux générations à venir. Expo France 2025 n'est rien moins qu'une réconciliation à l'échelle de la France, avec la mondialisation prise dans le bon sens, avec les technologies porteuses de progrès, avec l'avenir offert aux jeunes, dans un projet qu'ils seront fiers de réaliser. À cela, il faut laisser autre chose que des dettes et des problèmes. Jean-Christophe Fromentin leur propose de grands enjeux, la confiance, le dialogue, le sens du partage et de l'hospitalité. L'Assemblée départementale du Val-d'Oise, en présence de Jean-Christophe Fromentin, en photo ici, a voté à l'unanimité son adhésion au projet. À quoi servira l'exposition universelle ? Qu'est-ce qui amènera des millions de gens à l'exposition universelle ? Tout. Des sites prestigieux, la découverte du meilleur de l'ingéniosité humaine, le plaisir de croiser d'autres hommes et leur culture. On y viendra d'abord pour la curiosité, la satisfaction d'être témoin d'un monde en train de s'inventer. Les expositions universelles, explique Florence Pinault de Villechaudon, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, sont en premier lieu de véritables olympiades du progrès, tant elles favorisent et récompensent l'innovation. Du téléphone à la télévision, de l'électricité au nylon, du trottoir roulant aux technologies numériques, il n'est pas une exposition qui n'ait lancé une nouveauté ou affiché une prouesse technique. C'est toujours vrai, la start-up valdoisienne Prête à pousser a reçu au mois de juin le prix Audace et Inventivité du pavillon France à l'exposition universelle qui se tient à Milan. Elle est soutenue par le département pour son produit Lilo, avec lequel chacun fera pousser facilement des plantes aromatiques. On verra pareillement à celle de 2025 les dernières innovations de la technique et des sciences, s'enthousiasme Fred Poté, directeur de Netatmo, société spécialisée dans les objets connectés intelligents, et à quel point elles vont améliorer la vie des gens. Pour lui d'ailleurs, la croissance à long terme d'un pays, c'est sa capacité à innover, à inventer. Il n'y a pas d'autre solution pour des pays comme les nôtres que l'excellence technique, scientifique, culturelle. Un levier du Grand Paris. Accueillir des dizaines de millions de visiteurs en France et créer un mouvement perpétuel d'un site à l'autre exige des infrastructures de transport performantes, en particulier dans la région parisienne, qui ne brille pas pour le moment dans ce domaine. L'exposition universelle tombe à pic pour le Grand Paris, à la fois comme un accélérateur d'infrastructures pour doper aujourd'hui les chantiers du métro automatique et demain, venu le temps de l'expo, pour montrer les résultats. Le Grand Paris, observe l'économiste et géographe Frédéric Gilly, aura amorcé une transformation. Il restera à la magnifier, donner à voir son potentiel. Et c'est ça le rôle des expositions universelles. Il est temps qu'on se rende compte que la banlieue parisienne est porteuse de richesses. Il y a des endroits extraordinaires partout dans la région. Expo contre JO, et il y aura du monde pour les voir. 50 millions de visiteurs sont une estimation raisonnable. Les promoteurs d'Expo France 2025 font des projections qui dépassent les 60 millions. Shanghai, en 2010, avait atteint 73 millions. En tout état de cause, ces chiffres représentent une manne extraordinaire pour le tourisme. C'est une différence avec les Jeux Olympiques où le nombre de spectateurs n'est pas proportionnel aux investissements. Les Jeux Olympiques de Londres en 2012, par exemple, ont coûté 11,5 milliards d'euros, 4 ou 5 fois le budget annoncé lors de la sélection pour 7
7 millions de visiteurs. Les Jeux Olympiques sont d'abord la fête des téléspectateurs qui, eux, se comptent en milliards au grand plaisir des sponsors et annonceurs. L'économie touristique du pays organisateur ne tire pas le même profit d'une manifestation selon qu'elle dure 15 jours ou 6 mois. Nulle antinomie d'ailleurs entre les deux événements auxquels la France est également candidate. Au contraire, les infrastructures développées pour l'un pourraient servir à l'autre. Les jurys respectifs des manifestations sont-ils prêts à donner les deux au même pays ? Cela avait été le cas pour l'Espagne en 1992 avec l'exposition universelle à Séville et les Jeux Olympiques à Barcelone. Pourquoi pas à la France ? Bel endroit pour une rencontre. Et si le bénéfice majeur d'Expo France 2025 n'était pas dans la profusion technologique, mais dans le cœur même des hommes ? Rejoignant l'avis du poète Baudelaire, pour qui il n'y avait de progrès vrai que moral, le thème choisi « Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes » affirme la prépondérance de l'humain. Ce n'est d'ailleurs pas un thème, relève Jean-Christophe Fromentin, mais une invitation. Une invitation à s'enrichir de la diversité des territoires et faire d'une exposition universelle un hymne à la diversité, à la différence, c'est redonner du sens à la mondialisation. Au danger de standardisation que cette dernière évoque, le projet français opposera les valeurs d'échange et de partage qu'elle permet. De l'exposition universelle comme d'un grand voyage, on reviendra changer. Le grand chef Anne-Sophie Pic a rejoint Expo France 2025 pour cela. De mes voyages, j'ai acquis plus de culture, j'ai fait des rencontres qui m'ont ouvert l'esprit et on en revient grandi. Le mot de Valérie Frénéda, directrice Grand Paris Est du Conseil départemental. Les équipes du Conseil départemental ont déjà travaillé plusieurs thèmes où nos territoires, nos entreprises et nos créateurs ont une vraie plus-value à offrir à l'exposition universelle. Divers sites pourraient revendiquer le label Expo France 2025 et plus largement, c'est l'attractivité de tout le Val d'Oise qui profiterait de la présence d'un forum ici. Les atouts du Val d'Oise, une terre d'impressionnistes, de Monet à Van Gogh, le Val d'Oise est incontournable. Architecture, 20 siècles racontés par des monuments emblématiques et des opérations majeures d'urbanisme. Cinéma, plus de 1200 films ont été tournés dans le Val d'Oise, à Pontoise et Roissy en particulier. Enfin, mobilité pour l'automobile ou pour l'aéronautique, le futur s'invente ici. Quelques réactions, tout d'abord celle d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Expo France 2025 fait travailler ensemble étudiants, entreprises, chercheurs. La variété des compétences et des points de vue donne une dimension supplémentaire au projet. C'est une conception du progrès que nous aimons et partageons. L'exposition universelle fait la synthèse de l'humain et des techniques. Les nouvelles technologies seront très présentes, mais comme outil de rapprochement des hommes. Pour Sébastien Meurant, conseiller départemental délégué au Grand Paris, le Val d'Oise doit montrer de quoi il est capable, c'est de la mobilisation de tous les Valdoisiens et pas seulement des acteurs institutionnels que le département encourage. L'exposition universelle se fera ici si nous nous battons pour ça. Expo France 2025 s'appuie notamment sur les gares du Grand Paris Express pour amener les visiteurs sur les territoires. Le Val d'Oise disposera alors de la gare du Triangle de Gonesse, parmi les nombreux autres atouts de son territoire. Autre réaction, celle de Christophe Dalstein, directeur d'Europa City. Europa City est en phase avec le calendrier de l'exposition universelle. Il apportera une réalisation exceptionnelle tant par son architecture que par ses ambitions techniques. Pour Nicole Sénécal, président de l'association d'entreprise AIBT et chef d'entreprise, le Val d'Oise a des relations privilégiées avec certaines régions du Japon et de Chine. Cette ouverture à l'international est un atout pour accueillir l'exposition universelle ici. Pour Patrick Lotelier, directeur du Festival Baroque de Pontoise, l'exposition donnera l'occasion de montrer la place majeure de nos territoires dans l'histoire de l'art. Comment parler des impressionnistes sans Pontoise et Auvers ? Action de terrain. Expo France 2025 abolit les frontières entre Paris et sa grande couronne. De l'axe majeur de Cergy-Pontoise ou du tramway T2 de Beson, n'est-on pas à 2 pas de la Défense ? La mobilisation nationale a été lancée le 28 mai à Strasbourg et le président d'Expo France 2025, Jean-Christophe Fromentin, était l'invité de la séance de l'Assemblée départementale dès le lendemain. Les élus ont voté à l'unanimité ce jour-là une motion de soutien à l'organisation d'une exposition universelle en France, avec la volonté de mettre en œuvre une démarche collective pour ce projet universel, facteur de reconnaissance et d'attractivité pour le Val d'Oise. Dans cette perspective, le cercle valdoisien Expo France a invité le 29 juin dernier, comme en témoigne la photo ici, à l'abbaye de Maubuisson, les acteurs économiques, politiques et culturels à associer leur expertise, tels Marc Giraud, président du PNR du Vexin français, Bernard Matona, président du Festival théâtral du Val d'Oise, ou encore Christophe Dalstein, directeur d'Europa City. Pour prolonger l'esprit collaboratif d'Expo France 2025,
2025 et élargir le cercle à toutes les dimensions du territoire valdoisien. Une grande manifestation publique aura lieu dans les mois à venir. Brève de territoire, panorama, cultures urbaines à Herblay. La seconde édition de Skill M Sound a enflammé le skatepark d'Herblay. La glisse avait toutes ses disciplines, skateboard, trottinette freestyle, BMX et roller. Hip-hop et rock se sont partagés la scène. Une battle entre crews a démontré la vigueur de la création chorégraphique du Val d'Oise. Le conseil départemental qui soutient ces pratiques culturelles, sportives et artistiques a remis un prix à la meilleure équipe de danse. Visionnez le diaporama du reportage sur notre site valdoise.fr. Le plein d'équipements au Tilley, les habitants sont accueillis dans les nouveaux locaux de la mairie depuis le mois de juin. L'espace est parfaitement aménagé pour une orientation efficace des usagers avec un accès conçu pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont reçu une subvention de 312 000 € du département qui a également financé la construction du restaurant scolaire de l'école des Violettes et l'extension de l'école du centre. Reportage à visionner sur notre site valdoise.fr. Les pompiers valdoisiens au défilé. Belle reconnaissance pour les pompiers du Val d'Oise. 21 d'entre eux, hommes et femmes, volontaires et professionnels, ont participé au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'était la seconde fois depuis 2008 qu'une délégation valdoisienne prenait part à ce grand rassemblement national. Une centaine d'heures de répétition avaient été nécessaires pour prendre le rythme et assurer le spectacle dans la prestation remarquée de nos soldats du feu. Les Rougettes à Cergy, Val d'Oise Habitat, bailleur social du conseil départemental, gère 10 000 logements, dont ceux de la résidence des Rougettes en photo ici. Celle-ci a bénéficié de travaux de réhabilitation et de résidentialisation inaugurés au mois de juillet, qui améliorent sensiblement le cadre de vie des locataires. Daito Kasei choisit le Val d'Oise. Frépillon. La société japonaise Daito Kasei produit les diverses matières premières nécessaires à l'industrie cosmétique. Accompagnée par le CEEVO, l'agence économique du département, elle avait déjà installé sa filiale européenne de distribution à Taverny. Elle y ajoute aujourd'hui, à Frépillon, une unité de production avec un laboratoire de contrôle recherche et développement. Cette opération va se traduire en création d'emplois dans le Val d'Oise, où la filière cosmétique compte plus de 5200 postes. Visionnez le diaporama du reportage sur notre site. En rando, à vélo, depuis l'été, les 33 km de la boucle d'Auvers, passant par Valengoujar et Pontoise, complètent les circuits de randonnée dessinés dans le Vexin. Celle-ci vous offre tous les plaisirs en même temps, variété des paysages, grands espaces agricoles du plateau et coteaux boisés du Sauceron, un monument historique et trésor discret. À celle d'Auvers s'ajouteront celles de Téméricourt et celle de la Roche-Guyon dans la collection des boucles du Vexin. Les brèves vues du ciel. La vigne en héritage. Beaucoup de communes valdoisiennes ont cultivé la vigne et produit du vin. Certaines maintiennent cette tradition, Argenteuil, Sannois, Pontoise, Auvers ou Beaumont. Henri Le Rouzic, président de l'Union vigneronne Val d'Oise Essène, a accumulé une riche collection d'objets qui sont désormais visibles à la Maison des Arts et Métiers de la Vigne, ouverte à Marines, avec le soutien financier du département. Une carte du Val d'Oise nous montre quelques sites importants, historiques ou qui font l'actualité dans le département. Accueil dans la verdure à Saint-Leu-la-Forêt. Une centaine d'enfants plus, durant les vacances scolaires, sont accueillis au centre de loisirs de la Châtaigneraie. Au bord de la forêt de Montmorency, le nouveau bâtiment augmente la capacité d'accueil et sécurise les circulations. Le département apporte 750 000 € à la ville pour ses équipements, dont ce centre. Une résidence remarquable pour les gendarmes, Viarmes. Après une importante réhabilitation, l'hôtel particulier du 19e siècle de la rue de Paris, classé propriété remarquable, a retrouvé son lustre d'antan. Il accueille 6 logements collectifs au confort moderne dédiés aux gendarmes de Viarmes. Cette opération a été mise en œuvre par Val d'Oise Habitat, bailleur social du conseil départemental, pour un budget global de 750 000 €. Monument historique depuis un siècle à Sarcelles. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est un monument d'une grande variété de styles, roman, gothique, renaissance. Avec l'aide du département, elle vient de bénéficier d'une restauration complète, aussi bien à l'extérieur, toiture et façade, qu'à l'intérieur pour les murs, le sol et l'éclairage. Pour les futurs champions, Cergy. Les championnats d'athlétisme cadet et junior en juin ont donné l'occasion d'inaugurer le nouveau stade des Maradas à Pontoise. Pour ces travaux, le département a apporté 1,9 million € à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au sein d'un contrat de 8,4 millions € profitant aux équipements locaux.
Le Val d'Oise a la fibre à Aubonne. L'engagement résolu du conseil départemental pour que le très haut débit via la fibre optique soit disponible pour tous les Valdoisiens et dans le délai le plus court est entendu par les opérateurs. Fin juin, la fibre est arrivée à Aubonne avec 1 an d'avance et le chiffre symbolique du 100 millième logement raccordable. Ça change la vie à Margency. Le département est toujours aux côtés des communes pour améliorer le quotidien de leurs habitants. Rue des Piquettes, en enfouissant les disgracieux réseaux, en élargissant le trottoir pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, en refaisant la chaussée, la ville de Margency rend visible ce soutien. Notre rubrique Et ailleurs, le Grand Londres est-il la capitale du monde ? Londres et Paris, comme New York et Tokyo, revendiquent le statut de métropole mondiale. L'appellation Grand Londres est d'abord le statut administratif qui coiffe un territoire de 1500 km² et compte plus de 8 millions d'habitants, avec au centre une capitale qui adapte au XXIe siècle ses atouts historiques. Si les populations nationales métropolitaines de France et de Grande-Bretagne sont presque identiques à 64 millions, il est difficile de trouver l'équivalent francilien du Grand Londres. Paris intramuros à 105 km² et 2,2 millions d'habitants. Avec la petite couronne, on reste à 800 km² et 6,6 millions. En revanche, l'unité urbaine de Paris, inférieure à la grande couronne, dépasse les 10 millions d'habitants sur 2800 km². Le périmètre le plus comparable est celui de la zone 1-4 des transports franciliens. Les transports constituent justement un critère de qualification des villes mondiales avec un grand réseau de transports publics et des flux aéroportuaires massifs. Pour ces derniers, Heathrow est en tête au niveau européen avec 73 millions de passagers en 2014. Pour les transports en commun britanniques, le chantier majeur, 20 milliards d'euros, actuel est le Crossrail de type RER qui reliera Heathrow à la City et à l'est de la métropole britannique à l'horizon 2018-2020 avec un parcours total de 118 km, dont 42 de nouveaux tunnels. La puissance internationale ne se mesure pas qu'au flux de personnes. Londres est au coude à coude avec New York et Hong Kong comme première place financière mondiale. Elle s'est spécialisée dans les activités indispensables aux groupes multinationaux, banque et finance, assurance, droit et services juridiques et plus récemment les technologies de l'information et de communication et du numérique et les médias. Cette stratégie assortie de législations nationales différentes et payantes qui se traduit par 5 fois plus de projets de sièges internationaux à Londres qu'à Paris en 2014. Ces grandes entreprises préfèrent souvent s'installer dans des bâtiments neufs et le paysage londonien voit régulièrement bien d'autres tours de Londres, comme le fameux cornichon, le Gherkin de la société d'assurance Swiss Re. Le plus grand gratte-ciel de la City avec 60 étages sera construit pour 2018 et qui en a eu l'initiative, l'assureur français AXA qui aurait déboursé 400 millions d'euros. Évidemment, les Jeux Olympiques 2012 gagnés par Londres ont entraîné des aménagements à marche forcée dans l'est de la ville, comme Canary Wharf à la place des anciens docks ou à Stratford. Le village olympique qui a été transformé en immeuble d'habitation revendu notamment à un fonds qatari, mais l'organisation de l'événement avait coûté 11 à 12 milliards d'euros. Une photo ici de Canary Wharf Crossrail, un projet de station ultra moderne pour ce quartier d'affaires londonien et puis un cliché également de ce chantier estimé à 20 milliards d'euros avec 42 km de nouveaux tunnels. Et chez nous, le Grand Paris avec le Val d'Oise a de quoi se mesurer au Grand Londres, selon Sébastien Meurant, conseiller départemental délégué au Grand Paris. Le Grand Paris est aussi à l'échelle internationale. Avec son potentiel et les projets du Grand Paris, la région a les moyens de rattraper le Grand Londres et son attractivité. Pour rester dans le Val d'Oise, citons Europa City, l'opération francilienne la mieux dimensionnée, une échelle internationale, ou la création d'une nouvelle forêt de 1300 hectares sur la plaine de Pierrelet-Bessancourt. Ces projets remarquables sont aujourd'hui compliqués par l'apparition d'un étage supplémentaire du millefeuille administratif, la métropole du Grand Paris. Ce n'est pourtant pas en excluant la Grande Couronne où se fera le développement qu'on s'imposera à l'international. Le Val d'Oise multimodal. Pas de développement économique sans infrastructure de transport, le Val d'Oise est concerné tous azimuts par les projets du Grand Paris. Le triangle de Gonesse aura une gare du Grand Paris Express. L'axe Seine et l'Oise, Canal Seine Nord-Europe, favorise le transport fluvial. Quant à l'aérien, si Heathrow est devant Roissy, le total des passagers d'aéroports de Paris avoisine 93 millions en 2014. Le Val d'Oise, c'est 205 km de lignes de métro automatique et 25 milliards d'euros de travaux prévus pour le Grand Paris des transports.
Décryptage, portrait type du Val-d'Oisien. C'est une femme, 51,3% de femmes dans le Val d'Oise. Plutôt jeune, 35% de moins de 25 ans. Salariée pour 91,7% et travaille comme employée pour 30%. Diplômée, 46% disposent d'un diplôme supérieur. Il y a 50% de chances qu'elle travaille dans le Val d'Oise et peut-être à Cergy pour 12%. Son foyer est équipé d'une voiture pour 50,1%, voire 2 pour 31%. Elle vit en couple pour 37,2%, elle a un enfant pour 25% d'entre elles. Son foyer est imposable pour 60,6% d'entre elles et le revenu net est de 35 419 €. Son foyer est propriétaire de sa résidence principale pour 57,8% et habite un appartement de 3,9 pièces pour 51,7%. Il y a au total 1 200 000 Valdoisiens. Explorez à fond votre département et faites d'autres découvertes surprenantes avec l'appli myvaldoise.fr disponible sur l'Apple Store. Success Story Made in Val d'Oise. La Cornue, son excellence, la cuisinière. La Cornue a su exporter l'excellence de l'artisanat français partout dans le monde. Son célèbre four-voûte est devenu la référence. Des entreprises qui cultivent l'excellence, la transmission des savoir-faire, l'innovation, n'en citons qu'une, la prestigieuse maison La Cornue, dont le nom est intimement lié à l'art de vivre à la française. Aux commandes, Xavier Dupuis perpétue la tradition initiée il y a plus de 100 ans par son grand-père Albert, herboriste et parfumeur et inventeur du célèbre four à voûte. Son produit phare, la Rolls des cuisinières, dont le fleuron de la marque est le château La Cornue. Ici en photo, la château 165 qui fait l'envie de tous les toqués de cuisine. Chaque fourneau est l'œuvre originale et numérotée d'un des 30 compagnons qui en suit la fabrication, pas à pas, dans les ateliers situés à Saint-Ouen-l'Aumône. Du sur-mesure qui répond à la moindre exigence de ses clients, comme celui d'un amoureux transi qui souhaitait un piano à la couleur des yeux de sa belle. La réputation de La Cornue, qui a obtenu le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, a dépassé depuis longtemps les frontières de l'Hexagone. Nous sommes présents dans une quarantaine de pays au travers d'un réseau international de plus de 70 galeries, souligne Xavier Dupuis. La qualité de notre travail fonde notre réputation d'excellence. Prochaine étape de leur développement à l'international, l'ouverture après 6 ans de négociations de son premier showroom en Chine. La Cornue est aujourd'hui la référence dans l'univers de la gastronomie. Ses aficionados répartis aux 4 coins du monde, tel un certain Brad Pitt, ne manqueraient pas de vous le dire. La Cornue, c'est une réussite familiale. En photo, ici Xavier Dupuis, président et petit-fils d'Albert Dupuis, fondateur de la marque. À voir, La Cornue ouvre les portes de sa galerie parisienne aux gastronomes désireux de parfaire leurs connaissances culinaires aux côtés de chefs reconnus comme Jean Imbert, Gaël Orieux ou Christophe Langré. Le programme est sur lacornue.com/cours-de-cuisine. Vous pouvez également voir la vidéo sur lacornue.com/vidéo au pluriel. Suivez le guide, en piste. Le Festival international du cirque du Val d'Oise du 2 au 4 octobre est le rendez-vous de ceux qui aiment la performance athlétique et la poésie, la grâce, la force et la beauté. Bien malin qui pourra deviner les lauréats des Coquelicots d'or ou d'argent de l'édition 2015. Les numéros sélectionnés ont déjà été récompensés dans le monde entier. Ils vont enthousiasmer ou faire trembler les spectateurs à Daumont du 2 au 4 octobre. L'émotion sera dans les sangles aériennes d'Ekaterina Rubtsova et Dimitri Efremkin ou le cerceau aérien d'Aliona Pavlova. La stupéfaction devant les contorsions de Mister Fantastic alias Robert Muren, l'admiration pour les dresseurs Vassili Chimenko et ses otaries et lions de mer ou Giona et ses chevaux. Le clown mexicain Rulo prouvera que le rire est un langage international. Les acrobaties traditionnelles de la troupe Kagda sont les ambassadrices du pays invité d'honneur, la Mongolie. Le Festival international du cirque du Val d'Oise met à l'honneur la Mongolie cette année avec une photo présente sur cette page. Pour ce festival du cirque, comme chaque année, le département invite tous les collégiens valdoisiens à assister gratuitement au festival. Passe à télécharger sur valdoise.fr et découvrir des artistes extraordinaires. Pour passer d'un numéro à l'autre, Madame Loyal aura les traits ô combien séduisants de Carrie Harvey. Rendez-vous du 2 au 4 octobre, plus d'infos sur cirqueduvaldoise.fr.
Légumes à l'orangerie, le château d'Auvers-sur-Oise avait ouvert sa saison d'exposition avec le japonisme et Van Gogh. Il la boucle avec le Japon et des légumes. Les deux thèmes sont l'objet de clichés extraordinaires de Marc Trigalou, où l'on voit que ce n'est pas le sujet qui fait l'œuvre d'art. C'est jusqu'au 11 octobre à l'orangerie, entrée libre, et le site pour plus d'infos château-auvers.fr. Tibi, le tournoi. Sur la trace de leurs aînés, champions d'Europe en 2014 et champions du monde en 2015, les joueurs de l'équipe de France jeunes, moins de 19 ans, de handball, ont remporté 4 des 5 dernières éditions de ce tournoi emblématique. Ils affronteront cette année l'Allemagne, la République tchèque et la Hongrie. Avec 2 dates à noter, France-République tchèque le 29 octobre, France-Hongrie le 31 octobre, CDFAS Aubonne et plus d'infos sur tiby.cdhbvo.com. Grisi Code 9e. Ni du land art, ni du street art, plutôt du village art. Une cinquantaine d'artistes de toute obédience, photographes, plasticiens, sculpteurs, installateurs, peintres, céramistes, envahissent les rues et fleurissent dans les jardins. La musique sera là aussi avec une performance artistique de Bertrand Namur, accompagnée par le groupe de musiciens de jazz Kij. Le 19 et 20 septembre, à Grisi-les-Plâtres, toutes les infos sur grisicode.fr. Duo artistique sur le thème L'eau à la bouche, la biennale Auxebo réunit une trentaine d'artistes artisans pour créer des œuvres en duo en utilisant toutes les techniques, peinture, céramique, textile, photographie, papier ou verre. C'est à la Roche-Guyon du 26 septembre au 4 octobre. Plus d'infos par téléphone 01 34 79 74 42 ou sur châteaudelarocheguyon.fr. Sur les ailes du temps. Seul l'abonnement sera raisonnable pour l'édition 2015 du Festival baroque, tant le chef-d'œuvre y fait débauche. Le mariage de Figaro et Bach, Grande-Messe vénitienne et Lully à Versailles, Podane et Rainer Maria Rilke, Cagliostro franchit les siècles par amour, mais folie et mélancolie le guettent. Le festival baroque a 30 ans et affirme que le bonheur inoubliable sait résister au triomphe du temps et des désillusions. Du 12 septembre au 18 octobre, un numéro de téléphone 01 34 35 18 71, festivalbaroque-pontoise.fr. Au jardin du couvent, malgré leur nom de Free Friday, qui signifie que c'est entrée libre au concert, les rendez-vous des studios de Covent Garden n'ignorent pas la nouvelle scène française avec de drôles de dames réunies le même soir. Marika de Marco, Moustache et Rosie Marie, c'est le 9 octobre à Éragny-sur-Oise. Plus d'infos sur coventgarden.fr. Royaumont, acte 2. Les voyages musicaux continuent. Voyage à travers le temps comme le groupe de jazz Akamoon, renforcé du pianiste Fabian Fiorini, le prouve, avec des pièces de Scarlatti. Voyage dans l'espace d'une Méditerranée polyphonique entre Vêpres chypriote, Rome et Lisbonne, conduit par les ensembles Grains de la Voix et Vox Luminis. Jusqu'au 10 octobre, abbaye de Royaumont, royaumont.com. Nuit blanche, quelle meilleure date pour ouvrir une nouvelle exposition jusqu'au 16 mars 2016 au site d'art contemporain du département que cette manifestation. Régis Péreille installe ses créations en motifs floraux pour 9 mois, accompagné pour la nuit blanche par l'orchestre d'harmonie du Val d'Oise. Ce sera le 3 octobre de 19h à minuit à l'abbaye de Maubuisson. Plus d'infos sur valdoise.fr. Absurde et impertinent. C'est dans le titre de ce petit dictionnaire qui vous dit tout sur le cheval et son monde, discipline, matériel, mythologie. 150 définitions drôles mais vraies. La preuve, hippodrome, lieu où les chevaux gagnent des courses et où les turfistes perdent leurs illusions. Dictionnaire absurde et impertinent du cheval aux éditions Ferret, Alexandre Carré, illustration Marie Brock. La chaussée Jules César. Découvrez l'histoire de cette voie qui joignait Paris à la Manche et qui représente aujourd'hui l'un des principaux vestiges antiques du Val d'Oise. Le dimanche, un archéologue du SDAVO donne une conférence sur la chaussée. Ce sera donc pour 2 rendez-vous les 19 et 20 septembre à Pontoise, au Dôme, place de l'Hôtel de Ville. Histoire de préhistoire. Les 2 expositions mythiques Préhistoire, Idées fausses et vrais clichés à Louvre et Préhistoire l'enquête à Guiry-en-Vexin montrent le travail des archéologues et leur manière de raconter la vie préhistorique. Elles sont particulièrement bien adaptées au jeune public. C'est jusqu'au 1er novembre, musée Arkea, arkea-roissy-porte-de-france.fr et à partir du 15 octobre, musée archéologique départemental valdoise.fr. Un festival pour le climat.
Le changement climatique, c'est maintenant. César, à RTS, Fête la planète, propose 40 activités originales, ludiques et artistiques pour faire bouger les gens et les mentalités. Art de la rue, conférences et expositions, disco compote, dessinateur de presse et recettes anti-gaspi, course pour le climat. C'est au programme les 26 et 27 septembre à Nucourt, au camp de César. Plus d'infos sur festivalcésar.rts.fr. Le Vexin donne le la. Le Vexin étant à cheval sur plusieurs départements, son festival de musique l'est aussi. Mais le Val d'Oise a la part belle à l'automne, le piano y règne, à l'initiative de son créateur Dimitris Saroglou et de belles révélations 2015 de Mozart à Scriabine. Mais aussi les cordes avec le quatuor Alcea ou le trio Vanderer. C'est jusqu'au 14 novembre, 8 communes du Val d'Oise et quelques-unes de l'Oise et de l'Eure. Festivalduvexin.com. Fête de la moisson, il y a des siècles qu'on moissonne et tout juste 30 ans qu'on fête la chose à Sagy. Venez retrouver les travaux et les jours des campagnes d'autrefois et déguster l'omelette géante de 4000 œufs. Jeux gratuits pour petits et grands, fabrication de jus de pomme, animaux de la ferme et matériel ancien en exposition. Accès libre le 13 septembre de 10h à 19h. Plus d'infos sur écomusée au pluriel-vexin-français.fr. L'art en court-circuit. D'une église à l'autre, peintres, sculpteurs et graveurs exposent dans les églises d'Écouen, des Anvilles, du Mesnil-Aubry et de Saint-Martin-du-Tertre. Le dimanche 13, animation sur le parvis de l'église des Anvilles et le 20, journée du patrimoine. Une navette permettra de visiter les 4 sites avec un conférencier. Du 12 au 27 septembre, les samedis et dimanches. Des infos à l'Office du tourisme d'Écouen au 01 39 90 85 32. Des visites scolaires sur demande au 06 12 91 82 49. Aventure musicale, après sa traditionnelle ouverture le premier week-end de septembre au domaine de Villarceau. Cette année, avec le Maroc en invité, le Festival d'Île-de-France reviendra 2 fois dans le Val d'Oise. À La Roche-Guyon avec les aventures de Tom Sawyer sur des musiques de l'Ouest américain. À Montmorency avec les dieux et les guerriers des épopées nordiques racontées par la musique de Sibelius interprétée par le chœur d'hommes finlandais YL. 20 septembre donc au château de La Roche-Guyon, 26 septembre à la collégiale de Saint-Martin à Montmorency. Plus d'infos sur festival-idf.fr. Playmobil Star. Les figurines Playmobil sont un univers. Une grande exposition vente vous donne l'occasion de le parcourir. Des collections privées sont présentées en autant de scènes exceptionnelles. Ateliers de customisation et circuits de voitures attendent les amoureux de la marque. C'est le 3 octobre de 11h à 19h à l'hippodrome d'Anguin-Soisy et le 4 octobre de 10h à 17h à la salle des paris. L'entrée est libre. Terre du Mozambique, les spectacles de Thomas Guérinos s'aventurent aux confins du jonglage, de la danse, de la musique. Celui-ci a été conçu au Mozambique avec des artistes locaux riches de leur tradition. Ce sera le 13 octobre à Beson, théâtre Paul Éluard. Plus d'infos par téléphone 01 34 10 20 20 ou sur tpebeson.fr. Rendez-vous sur l'agenda participatif du département sur valdouest.fr. Annoncez les manifestations que vous organisez ou consultez les bons plans. Des centaines d'événements partout et pour tous. Suivez le guide et notre coup de cœur pour le MB, l'espace Michel Berger qui nous emballe. Rita Mitsuko, Christian The Queens, Charlie Winston et Tété, Trio, Camille, Yael Naïm. L'espace Michel Berger à Sannois accueille le meilleur de la scène et révèle les talents. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Depuis une vingtaine d'années, l'espace Michel Berger donnait raison au vers d'Alfred de Musset. Ça n'a pourtant pas été facile pour les 2 co-directeurs Pascal Stiern et Arnaud Monnier de faire venir ici des artistes habitués aux salles parisiennes. Des modestes cafés-concerts d'origine jusqu'aux salles pleines, désormais à chaque rendez-vous, l'EMB a gagné son label de SMAC, scène de musique actuelle. À l'instar de Camille, dont les répétitions publiques restent un grand souvenir, les artistes viennent maintenant y peaufiner albums et tournées avant d'y revenir en concert. C'est carrément un plaisir de revenir ici, disait Isia Higelin au printemps. On a été très bien accueillis. C'était mortel.
L'EMB offre sa scène à des artistes en résidence. Le dernier en date, avec le soutien financier du département, est Némir, Révélation Rap. Donner du peps au bâtiment. Coincé dans un virage entre la route et la ligne de chemin de fer, pourvu d'une façade anonyme, la salle n'a jamais pu compter sur sa situation pour attirer le public. D'où l'opération Pimp My EMB lancée cette année par l'équipe. Il s'agissait de rendre l'aspect extérieur aussi dynamique que l'intérieur, selon les codes graphiques privilégiés des jeunes. C'est Grems, artiste polyvalent, rappeur comme graffeur, qui s'en est chargé avec son équipe d'Anyway Studio. L'opération a fait appel au crowdfunding, financement participatif, pour réunir le budget. Elle a permis le lifting de la façade et aussi d'une partie de l'intérieur. Le MB a ainsi prouvé l'attachement de son public et justifié sa place dans la scène musicale. Les prochaines dates à retenir: IBY le 11 septembre, Moriarty le 25 septembre, Jeanne Hadid le 17 octobre et Feu Chatterton le 28 novembre. Retrouvez toute la programmation de l'EMB sur www.emb-sanois.org. L'actu people dans le Val d'Oise. Didi Bridgewater enflamme le Jazz Festival. Soirée exceptionnelle avec l'incomparable Didi Bridgewater au Barrières Jazz Festival, soutenu par le conseil départemental. Michel Simès aux côtés des femmes chefs d'entreprise. Le médecin journaliste Michel Simès a été séduit par la belle initiative des femmes chefs d'entreprise du Val d'Oise. On l'aperçoit ici en bonne compagnie lors de cette soirée caritative au profit des enfants hospitalisés et de l'association Sparadra. Omar Sy, bientôt sur les écrans. Première incursion dans le parc naturel régional du Vexin français pour Omar Sy, en tournage dans le Val d'Oise pour le prochain long métrage de Roche Dizem, Chocolat. Et puis Renan Luce en scène sur le lac d'Anguin. Invité de Lac en Seine, l'auteur-interprète de La Lettre, Renan Luce s'est produit en concert sur la jetée du lac d'Anguin-les-Bains. Complètement toqué, dos de cabillaud gratiné et sa promenade de légumes, cette recette vous est proposée par Jocelyne Bigot et Bruno d'Orange, cuisiniers des collèges. Tout d'abord, lavez et épluchez les légumes, puis les coupez en petits cubes. Dans une poêle, faites revenir l'oignon avec l'huile d'olive, puis ajoutez les légumes, laissez mijoter 10 minutes. Pour la préparation de la béchamel, faire fondre le beurre dans une casserole et y ajouter la farine et mélanger avec une spatule, cuire quelques minutes sans coloration. Ajoutez le lait en mélangeant au fouet, portez à ébullition sans cesser de mélanger jusqu'à épaississement du mélange. Réservez. Mettre ensuite les légumes dans un plat de cuisson et déposer le cabillaud, recouvrir de béchamel et de gruyère, mettre en cuisson dans le four à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour le dressage, disposer dans l'assiette et finir avec quelques feuilles de mâche. Les ingrédients de cette recette pour 4 personnes. 200 g de courgettes, 200 g de pommes de terre, 200 g de champignons, 200 g de poivrons, un oignon, 700 g de cabillaud. Et pour la béchamel, 50 centilitres de lait, 30 g de farine, 50 g de beurre, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et quelques feuilles de mâche pour la décoration. Retrouvez toutes les recettes des opérations Nos collègues ont du goût sur valdoise.fr. Expression directe. Groupe de la majorité départementale Union pour le Val d'Oise, UVO, représenté par Gérard Saint-Bille, président de l'UVO, ambition et détermination pour la rentrée des collégiens valdoisiens. Dans notre société aux repères fragilisés, l'éducation constitue l'un des meilleurs remèdes contre les maux et les dangers qui guettent notre pays. Transmettre les savoirs fondamentaux en même temps que les valeurs républicaines, orienter et accompagner nos enfants dans leur parcours vers la maturité et la responsabilité, les préparer enfin à affronter les défis futurs, qu'ils soient personnels ou ceux de tout un peuple, telles sont les missions de notre système éducatif d'une urgence absolue après les épreuves que nous avons traversées depuis le début de l'année. L'éducation constitue une des principales compétences du conseil départemental et notre majorité a toujours considéré son engagement en faveur de la réussite des collégiens comme une priorité. Dans cet objectif, nous avons historiquement maintenu nos efforts budgétaires en matière d'éducation à la hauteur des besoins. À l'issue du mandat précédent, nous avions réalisé 8 restructurations complètes d'établissements et accéléré le déploiement du plan numérique des collèges avec 106 établissements sur 109 équipés d'espaces numériques de travail et 90 de tableaux numériques interactifs. Cette année, le budget consacré à l'enseignement secondaire représente 64,5 millions d'euros, dont 24,1 millions en investissement.
Témoignage de notre détermination, cette rentrée de septembre sera marquée par le lancement des travaux du nouveau collège d'Herblay, l'avancement du projet du collège de Pontoise ou encore l'extension des collèges Pierre Perret à Berne-sur-Oise et Albert Camus à Argenteuil. Par ailleurs, le département engagera cette année 12 millions d'euros de travaux de maintenance dans les 109 collèges valdoisiens. Depuis notre retour aux responsabilités en mars 2011, nous avons initié un plan d'économie sans précédent qui a permis de réduire les frais de fonctionnement de notre collectivité de 55 millions d'euros. Ces mesures de saine gestion, qui suscitent souvent de fortes critiques lorsqu'elles sont annoncées, n'en sont pas moins indispensables pour préserver nos capacités d'investissement, aujourd'hui mises en danger par le désengagement de l'État envers les collectivités locales. Malgré la perte de 160 millions d'euros de dotation de l'État entre 2014 et 2017, mais grâce à nos efforts permanents engagés depuis 2011, le département continuera donc d'investir en faveur des collégiens valdoisiens. Au-delà de la construction et de l'entretien des collèges, notre action vise à améliorer le cadre éducatif. Nous offrons ainsi aux collégiens les outils pédagogiques les plus innovants dans le cadre du plan numérique des collèges et avec le raccordement de tous les établissements au très haut débit à l'horizon 2017. Nous poursuivons également la recherche de la qualité des repas servis dans les cantines avec l'introduction progressive de produits issus de circuits courts tout en sensibilisant les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous accentuons enfin le programme des actions éducatives financé à hauteur de 900 000 euros en 2015 par le département et touchant près de 41 000 élèves autour des engagements pris durant notre campagne. Nous renforçons ainsi le programme éducation à la citoyenneté avec 2 thématiques sur la laïcité et la sensibilisation aux usages et dangers d'Internet et des réseaux sociaux, tout en maintenant les initiatives antérieures en matière de prévention de la violence au collège ou du décrochage scolaire, de l'orientation et de la découverte du monde de l'entreprise. Si notre engagement en faveur de l'éducation des jeunes valdoisiens et nos compétences obligatoires sont largement assumées, nous appelons la majorité régionale et le gouvernement à en faire de même. En effet, la région responsable de la gestion des lycées ne remplit plus ses missions en termes d'entretien et de construction d'établissements de sécurité dans et autour des lycées, d'orientation et d'accompagnement, notamment des apprentis. Ultime preuve de son dogmatisme, la majorité régionale socialiste a supprimé des bourses pour la restauration scolaire et l'achat des manuels dans les lycées privés, dans lesquels sont pourtant inscrits de nombreux lycéens issus de familles modestes. Quant au gouvernement, nul besoin de rappeler son énergique entreprise de déstabilisation de nos derniers leviers de réussite avec la réforme du collège, après celle dévastatrice des rythmes scolaires. Sans résoudre aucun de ces pourtant nombreux problèmes de fond, les socialistes alimentent le paradoxe délirant dans lequel se trouve notre système éducatif, le plus coûteux et pourtant parmi les moins performants de l'OCDE. S'inquiétant des dangers qui pèsent sur l'avenir de nos enfants, mais également attentive à leur avenir et leurs espoirs, notre majorité ne transigera pas en matière d'éducation. Nous resterons ambitieux et déterminés pour offrir le meilleur cadre éducatif et les plus belles perspectives de réussite aux Valdoisiens. À très bientôt sur uvo.fr, Facebook et Twitter, @groupe-8 UVO. Top et flop. Top tout d'abord, les 6 jeunes valdoisiens récompensés à l'occasion du prix de l'égalité des chances auquel nous renouvelons nos chaleureuses félicitations. Sélectionnés sur leur projet d'aide à l'insertion professionnelle, leur ambition, leur exemplarité et leur persévérance, notre collectivité leur a accordé un soutien financier de 35 000 euros au total. Flop, la décision du gouvernement de réduire de 50% le montant des bourses au mérite attribuées aux bacheliers boursiers ayant obtenu la mention très bien. Malgré la formidable mobilisation des étudiants, la majorité socialiste brise un nouvel outil de promotion du travail et de l'excellence. Groupe de la minorité départementale socialiste et apparentée, SA, représenté par Jean-Pierre Muller, président des SA. Les Valdoisiens, des administrés
pas des proies électorales. Un certain nombre de Valdoisiens nous ont interrogés sur les longueurs respectives des tribunes de la majorité et de la minorité du conseil départemental. Si celle des élus socialistes est apparentée est 3 fois moins importante que celle des élus les républicains, c'est que l'Assemblée départementale compte désormais 3 fois plus d'élus de droite que d'élus de gauche, 32 pour les premiers, 10 pour les seconds. C'est la règle, ce n'est pas notre volonté d'être avare de commentaires ou d'analyses. Si, comme beaucoup l'ont fait remarquer également, les élus socialistes apparentés n'apparaissent guère ou tout simplement pas dans le magazine départemental, c'est que la majorité se fait la part belle, notre groupe étant soumis à son bon vouloir pour pouvoir y figurer, et cela même si les dérives constatées avant mars 2015 se sont quelque peu estompées ou ont trouvé d'autres supports comme cette lettre adressée à toutes les familles de collégiens susceptibles de devenir demi-pensionnaires et dans laquelle la majorité fustigeait le gouvernement de façon grossière et éhontée. Interpellé en séance à ce sujet, le président Bazin a convenu qu'il s'agissait d'un faux pas. Les Valdoisiens ayant vocation dans les courriers institutionnels à être considérés comme des administrés et non comme des proies électorales. Nous écrivons ces lignes fin juillet, vous les lirez début septembre. Aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, nous souhaitons une bonne année scolaire et ce après une excellente rentrée. Nous avons demandé au président d'inviter madame la directrice académique à bien vouloir venir en rendre compte le moment venu devant l'Assemblée. Vous pouvez contacter le groupe de la minorité départementale socialiste et apparentée par mail à l'adresse psetapparenté95@gmail.com.